Donc la découverte freudienne a radicalement modifié la façon de traiter le symptôme corporel avec l'hystérie en le posant comme siège d'une énigme à déchiffrer. Ce désir de savoir est ce qui amène le plus souvent à rencontrer un psychanalyste. Dans ce qui fait souffrir, le corps est rarement absent du discours. La multiplicité des formes symptomatiques que le corps peut prendre ne doit en aucun cas nous égarer quant à la dimension structurelle dans laquelle il se noue. Ce repérage structurel, névrose, psychose et perversion, nous éclaire sur la place que tient le symptôme dans l'économie psychique et sur la direction de la cure à suivre. Pris dans ce nouage entre réel, imaginaire et symbolique, le corps est enveloppé par le signifiant. Le symptôme corporel vient nous signaler l'importance que tient le corps dans la vie psychique en tant que lieu de l'autre, origine du signifiant et de son incorporation. Lacan souligne l'attention particulière à la façon dont un patient parle de son corps. Le discours sur le corps peut être un élément de diagnostic structurel. Un corps non soigné, maltraité, un corps vécu comme étranger doit être nécessairement interrogé par le psychanalyste. Je citerai ici les propos de Lacan lors d'une conférence en Amérique en 1975 intitulée « Le symptôme ». Ce sur quoi l'homme insiste, c'est non pas qu'il est un corps, mais comme il s'exprime, c'est là quelque chose de saisissant, qu'il en a un. Au nom de quoi peut-il dire qu'il a un corps? Au nom de ceci, qu'il le traite à la va comme je te pousse, il le traite comme un meuble. Nous retrouvons une première théorie imaginaire du corps chez Lacan en 1936 avec le stade du miroir. Cette étape est fondamentale dans la constitution narcissique du moi qui s'effectue par l'identification de l'enfant à sa propre image. Cette identification donnera une permanence et une reconnaissance de son propre corps et sera la base des constructions fantasmatiques. L'enfant se perçoit ainsi autre qu'il n'est, puisqu'il passe d'un vécu morcelé, d'un état de prématuration biologique, à la perception d'une image totale de son propre corps, perception validée et authentifiée grâce à l'autre, qui le nomme et le reconnaît dans le miroir. Nous pourrions dire ici qu'il s'agit de la première incorporation du signifiant qui donnera corps à l'organisme, ce que nous retrouvons, me semble-t-il, dans cette citation de Lacan. Le premier corps fait le second de s'y incorporer, d'où l'incorporel qui reste marqué le premier, du temps d'après, son incorporation. Fin de citation. Le signifiant borde le corps et limite la jouissance. Cependant, tout en étant constitutif de la construction du moi et de l'appréhension de la réalité, puisque cette image du corps donne au sujet la première forme qui lui permet de situer ce qui est du moi et ce qui ne l'est pas, cette appréhension de l'image est aussi aliénante. Lacan précisera dans les complexes familiaux en 1938 qu'il s'agit de prendre le plein sens du mythe de Narcisse, dans le sens d'une aliénation mortifère qui consiste en la destruction de l'autre. Seule l'introduction d'un tiers permet de sortir l'enfant de cet imaginaire aliénant où la confusion affective fait place à la concurrence d'une situation triangulaire. Ainsi, l'enfant s'engage dans la jalousie par identification où s'offre à lui une alternative dont dépend le sort de la réalité. Je le cite, « Ou bien il retrouve l'objet maternel et va s'accrocher au refus du réel et à la destruction de l'autre, ou bien, conduit à quelques autres objets, il le reçoit sous la forme caractéristique de la forme humaine comme objet communicable, puisque concurrence implique à la fois rivalité et accord. » En 1938, nous retrouvons déjà ce que l'auteur nomme en 1946 dans Propos sur la causalité psychique, l'insondable décision de l'être. Les incidences du stade du miroir sont visibles au travers du morcellement du corps dont la schizophrénie est le parfait exemple, et dans la paranoïa au travers de cette omniprésence du double. Si Lacan a durant tout son enseignement élaboré une théorie du corps, il n'en reste pas moins qu'il y persiste certaines contradictions, notamment en ce qui concerne les phénomènes dits psychosomatiques, qu'il considère dans son séminaire 2 comme étant en dehors des constructions névrotiques, à la limite de nos conceptions conceptuelles.
Il considère en 1975 le champ psychosomatique comme le domaine le plus encore inexploré. Nous verrons que de Amorim a rigoureusement conceptualisé une théorie qui se propose de distinguer organisme et corps. Dans Tentative d'une clinique psychanalytique avec les malades et les patients de médecine en 2008, de Amorim développe une théorie nouvelle concernant la mort des patients souffrant de maladies organiques. Ces éléments théoriques ont été schématisés dans la cartographie de la clinique. Selon l'auteur, la corporification de l'organisme est l'opération qui consiste à envelopper l'organisme avec le filet du symbolique. Elle est le fruit de la castration qui touche l'objet de la pulsion. Nous pouvons parler de corporification de l'organisme uniquement lorsque le malade, devenu patient, devient psychanalysant. Les effets de la corporification de l'organisme se font sentir par l'adhésion au traitement médical. Le psychanalysant répond mieux au traitement quand avant il en était au stade d'échec répété, une résistance du psychanalysant à retomber dans la maladie et l'apparition des symptômes corporels de la maladie organique sans que cela entraîne une rechute effective. L'apaisement est durable et la disparition de la maladie possible. Comme nous venons de l'entendre, le symptôme peut être déroutant au regard de la médecine qui ne suit pas la logique de l'inconscient. Celle-ci reste parfois énigmatique à bien des égards et notre travail consiste à en éclairer la lecture sans précipitation en mettant au cœur de notre pratique non pas le symptôme mais le discours. En effet, si le symptôme a un sens pour le porteur du symptôme, qui doit être déchiffré, le patient le psychanalysant y tient, signe d'une jouissance non symbolisée. La visée de toute psychanalyse ne consiste pas en l'attaque du symptôme, tout comme le symptôme se présente sous sa partie visible, soutenu par un enracinement inconscient et inaccessible de premier abord. Derrière tout symptôme peut également se cacher un fantasme d'un seul et démantèlement pour protéger les sujets de sa réapparition. Bon, je n'ai pas le temps de finir, désolée. Merci.